Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel e-book, ce nouveau document de travail pour continuer à vous former en analyse technique. Il s'agit d'un e-book consacré aux moyennes mobiles. Alors, ce qui est intéressant avec les moyennes mobiles, c'est que quasiment tous les traders l'utilisent, mais pas forcément de la même manière, ni voire même de la bonne manière. Alors déjà, on va se débarrasser de tout le côté mathématique qui n'intéresse pas grand monde et moi le premier. Bon, voilà, il existe plusieurs formes de moyenne mobile, la moyenne mobile simple, la moyenne mobile pondérée, la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile triangulaire. Je vous laisse voir les définitions mathématiques devant vous. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais étant donné qu'à titre personnel, je suis un fervent défenseur de l'idée selon laquelle l'analyse technique, ça fonctionne parce que eh bien, on a des comportements moutonniers, ce sont des prophéties autoréalisées. Donc j'ai tendance essentiellement à utiliser la moyenne mobile simple, tout simplement, parce que c'est celle qui est la plus utilisée, et donc du coup celle qui a le plus de chances d'être respectée en tant qu'outil de prévision de l'évolution des cours. Alors la moyenne mobile, pour faire très très simple, c'est l'idée selon laquelle vous allez faire une moyenne des X dernières périodes. Par exemple, la moyenne mobile à 20 périodes, ça va être mathématiquement une moyenne mobile des 20 dernières clôtures sur telle ou telle action. Et comme ça se fait sur les 20 dernières séances, et bien évidemment, ça change dans le temps selon le moment auquel vous calculez. Inversement, la moyenne mobile à 7 séances, ou à 7 heures, ou à 7 mois, ça sera la moyenne des 7 dernières clôtures sur votre unité de temps journalière, ou hebdomadaire, ou mensuelle. Alors, ce qui est intéressant avec la moyenne mobile, c'est que c'est un outil très pertinent de suivi de tendance. Alors, la star des moyennes mobiles, c'est la moyenne mobile à 20 périodes. C'est-à-dire que vous allez prendre votre graphe, par exemple, en unité journalière. Donc, il va s'agir de calculer la moyenne mobile sur les 20 derniers jours. Inversement, si vous utilisez plutôt un graphe en unité de temps horaire, eh bien on calculera la moyenne mobile sur les 20 dernières heures de cotation, etc. Alors de la manière la plus évidente qui soit, la plus simple aussi, on peut utiliser la moyenne mobile pour distinguer selon que l'on soit dans une situation de tendance ou alors au contraire si on est sans tendance. Alors on sera en tendance sur une unité de temps donnée si on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui monte. On dira dans ce cas qu'on est en tendance haussière. Et on sera en tendance également, mais cette fois-ci baissière, si on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Dans tous les autres cas, on sera sans tendance. Par exemple, si les cours sont au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes, mais que celle-ci descend, on est en tendance neutre. Si les cours sont au-dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes, mais cette fois-ci qui monte, on est en tendance neutre aussi. Et si la moyenne mobile à 20 périodes est plate, on sera également en tendance neutre. Alors ça, c'est utilisé de manière très simple par certains traders comme un filtre de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, on se dira qu'on est en mesure de trader uniquement lorsque le marché est en tendance. Clairement, si vous voulez acheter, eh bien, il faudra acheter uniquement au moment où on sera en tendance haussière, c'est-à-dire lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes, à 20 séances par exemple, qui monte. Pareil, si vous travaillez sur un graphe horaire, eh bien, vous ne pourrez acheter que si vous êtes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 heures qui monte. Inversement, si les cours sont en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend, on sera donc en tendance baissière et c'est le temps de la spéculation à la baisse. Enfin, si on est sans tendance, c'est-à-dire les cours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend, ou alors les cours au-dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui monte, ou si la M20 est plate,
théoriquement, pour les suiveurs de tendance, on doit rester hors marché, c'est-à-dire ne pas trader. Il y a un adage célèbre chez les traders qui dit que la tendance est votre ami, trend is your friend, ce qui veut dire que vous ne devriez trader que dans le sens de la tendance et uniquement si le marché est en tendance. Alors voici un exemple sur Sanofi. Vous voyez bien, là, vous avez la moyenne mobile à 20 séances, 20 jours. Pourquoi? Parce que nous sommes en graphe journalier. Et vous voyez que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui montent. Donc la tendance est haussière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pouviez acheter à peu près à n'importe quel moment, là, ou là, ou là. Eh bien, il y avait forcément un moment où vous alliez être en plus-value. Par exemple, si vous achetez là, et qu'il y a une grosse consolidation, à un moment ou à un autre, vous faites quand même un profit. En fait, mathématiquement, c'est très simple. Il s'agit simplement de bien comprendre que lorsqu'on est en tendance haussière, il y a plus de chances pour que la tendance haussière se perpétue plutôt qu'elle ne se retourne. Donc ça veut dire que si vous voulez vous mettre du côté des statistiques, eh bien, si vous voulez acheter, il faut attendre que la tendance soit haussière puisque vous avez plus de chances à un moment ou à un autre d'être en plus-value plutôt que de voir votre trade se traduire par une perte définitive. Inversement, là, la moyenne mobile à 20 séances est baissière et on est en dessous. On est donc en tendance baissière. Et dans ce genre de situation, cela signifie que normalement, soit vous spéculez à la baisse, soit vous ne faites rien, mais vous n'achetez pas. Là, vous voyez bien que vous pouviez acheter là, enfin plutôt spéculer à la baisse là, 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 là. Eh bien, il y avait un moment ou un autre, de toute manière, où vous étiez en plus-value. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups, et ça ne fonctionne pas pour toujours non plus, parce qu'il y a un moment où la tendance va s'inverser, mais vous ne savez pas à quel moment elle va s'inverser. Alors là, vous êtes en tendance neutre, puisque la moyenne mobile à 20 séances est globalement plate. Avant de repasser ici, baissière, et puis plate à nouveau. Ok. Un autre exemple avec Belvédère. Vous voyez que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui globalement descend. Donc on est en tendance baissière. Ça veut dire que si vous décidiez d'acheter Belvédère sur la foi d'une baisse assez prononcée en disant voilà ça a beaucoup baissé, je vais acheter maintenant, vous aviez toutes les chances de perdre de l'argent. Ok, imaginons que vous ayez encaissé un choc sévère ici, que vous dites voilà ça ne peut pas baisser davantage, ça a beaucoup baissé, et que vous décidiez d'acheter, eh bien vous vous exposiez quand même à toute la baisse qui vient derrière, tout simplement parce que quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend, vous avez tout simplement plus de chances d'aller visiter de nouveaux plus bas que d'avoir fait les plus bas et d'assister à une remontée des cours pérenne. Là par contre, à partir de cette date-là, début juillet, vous voyez bien qu'on est sans tendance, car la moyenne mobile à 20 séances est plate. Et enfin, Belvédère rebascule en tendance, mais cette fois-ci positive, à partir de fin septembre, quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Si on essaie de découper le CAC 40 de cette manière, vous voyez des successions de tendances baissières, haussières, baissières, haussières, neutres, haussière, neutre, haussière. Et encore une fois, le but du jeu est, une fois que vous avez déterminé une tendance, de ne trader, de ne spéculer que dans le sens de la tendance ou de vous abstenir. Tout simplement parce que vous êtes du côté des mathématiques, des probabilités. Alors, là j'ai fait un découpage sur Alstom, vous voyez que parfois c'est pas simple du tout, il y a une succession de tendances qui sont plus ou moins marquées. Là sur Alstom en unité jour, là c'est simple, on est en tendance haussière, mais là on est en tendance neutre puisqu'on est au-dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On rebascule en tendance haussière ici. Bon bref, ça peut être quand même assez haché. Alors sur Alstom, si on zoome un petit peu, on voit que là vous êtes en tendance baissière, là vous êtes en tendance neutre car la M20 n'a pas véritablement d'inclinaison, là vous êtes en tendance haussière, etc. etc. Alors si maintenant on veut parler trading, voilà comment cela se passe de la manière la plus classique qui soit. Vous commencez déjà à repérer la tendance, imaginons que l'on soit en tendance haussière, donc
en ce point précis-là, vous êtes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc vous pouvez acheter. En tout cas, vous ne pouvez pas spéculer à la baisse. L'objectif sera tout de suite de mettre votre stop loss, c'est-à-dire la perte maximale autorisée sur ce trade, en dessous du précédent plus bas. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on le met en dessous du précédent plus bas, soit on le met en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Puisque par définition, si on passe en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, ben on n'est plus en tendance haussière. Puisque pour être en tendance haussière, il faut être au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte. Puis les cours vont évoluer. Dès que les cours font un nouveau plus haut, on remonte notre stop loss en dessous du précédent plus bas. C'est-à-dire que les cours ici descendent, vous achetez. Dès que l'on fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là, vous remontez votre stop du précédent creux au creux suivant. On va corriger. On remonte. Dès que l'on fait un nouveau plus haut, ici, vous remontez votre stop de là à là. On va continuer. On va corriger. Dès que l'on fait un nouveau plus haut, ici, vous remontez votre stop loss de stop 2 à stop 3, etc. Nouveau plus haut, on remonte son stop. Nouveau plus haut, on remonte son stop. Alors, pour la sortie de trade, alors soit vous êtes quand même assez expérimenté et vous décidez de sortir parce que vous avez vu par exemple la présence d'une divergence baissière. Là, je rappelle que j'ai fait un e-book là-dessus. Une divergence baissière, ça signifie que lorsque vous allez utiliser un indicateur, le momentum, le stochastique, le CCI, le MACD, etc. La divergence baissière, c'est-à-dire qu'on va avoir un plus haut sur les cours, mais vous n'allez pas avoir de plus haut sur l'indicateur. Ça s'appelle une divergence baissière. On va voir ça dans les exemples plus tard. Donc vous pouvez sortir à ce moment-là, puisque c'est une alerte baissière. Vous pouvez également sortir sur un objectif. Dire par exemple, voilà, dès que l'action a gagné 5%, je sors. Ou dès que l'action a gagné 10 euros, je sors, etc. Vous pouvez également sortir sur alerte de chandelier japonais. Si vous voyez un signal japonais très baissier en termes de chandelier, vous pouvez sortir. Je vous rappelle qu'également, je vous renvoie à mon e-book sur les chandeliers japonais. Et sinon, vous avez la sortie sur stop. C'est-à-dire que vous allez avoir, à un moment ou à un autre, les cours qui vont descendre. Et vous allez être déclenché par le fait que vous ayez touché le niveau de stop, ici le stop 4 que vous avez mis. Voilà. Et je rappelle qu'il y a une dernière façon de faire, c'est de tout simplement sortir dès que l'on clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Puisque, encore une fois, je répète, par définition, si on clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui monte, eh bien, on n'est plus en tendance haussière, on est en tendance neutre, la tendance étant stoppée, il n'est pas infamant de sortir. Il y a plusieurs façons de faire, mais la sortie sur stop étant encore la plus simple. Voilà un exemple sur le cuivre. Imaginons que vous ayez décidé d'acheter ici, tout simplement parce qu'en ce point précis, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Vous allez tout de suite mettre votre stop en dessous du précédent creux. C'est votre stop loss. C'est la mise maximale que vous acceptez de perdre sur ce trade en étant sorti automatiquement si les cours viennent toucher ce niveau-là. Lorsque les cours vont évoluer de la manière suivante, ils vont faire un pic, ils vont redescendre. Dès que l'on fait un nouveau plus haut, à partir de ce point-là, vous voyez que c'est un nouveau plus haut par rapport à ce point-là, vous remontez votre stop d'ici à là, etc. Dès que vous faites des plus hauts, vous remontez votre stop loss. Alors si vous êtes effectivement assez aguerri, vous pouvez sortir sur ce point-là, prendre votre profit ici, tout simplement parce qu'il y a une divergence baissière sur le momentum. Regardez, là on a fait un plus haut sur le cuivre, mais en même temps sur le momentum on n'a pas fait de plus haut. Ça s'appelle une divergence baissière, ça annonce d'un risque de correction. Certains seraient sortis ici. D'autres seraient sortis sur un chandelier japonais menaçant. Par exemple là, vous avez ce qu'on appelle une configuration en avalement baissier. Bougie verte, grande bougie rouge dont le corps rouge avale le corps vert, ça s'appelle un avalement baissier, c'est une alerte baissière. Certains auraient pu sortir ici.
Certains seraient sortis aussi parce qu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, c'est-à-dire ici. Ok. Ceux qui seraient sortis sur ce signal-là auraient pu également sortir ici, puisque la première fois qu'on a clôturé sous une moyenne mobile à 20 séances, c'était ici. Enfin, les derniers seraient sortis sans doute sur stop loss, c'est-à-dire que votre dernier niveau de stop est là, vous serez sorti ici. Le trading, ça fonctionne également dans le cadre d'une spéculation à la baisse. Ok, là, vous seriez en position de spéculation à la baisse, puisque vous êtes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend. Le stop loss initial devant être mis donc au-dessus, cette fois, du précédent plus haut. Et on le fait évoluer à chaque fois qu'on inscrit des nouveaux plus bas. Là, vous avez spéculé à la baisse ici. On est remonté un petit peu. On a fait un plus bas ici. Regardez ici, on est plus bas que là. Donc vous remontez, enfin plutôt vous descendez votre stop. Les cours évoluent. Ils corrigent un petit peu. Ils refont un nouveau plus bas ici. Vous descendez votre stop. Ça vous permet de sécuriser les gains et également de ne pas être complètement tributaire des aléas. Vous êtes en contrôle du trade. C'est vous qui décidez le moment où vous sortez. Pareil, on fait un nouveau plus bas ici. Vous remontez, vous descendez votre stop de stop 2 à stop 3. Alors pour sortir sur objectif, même configuration, soit vous décidez effectivement de sortir sur une divergence haussière. Alors la divergence haussière, ça signifie tout simplement que vous allez, voyons tout de suite ce que ça donne sur le cuivre avec un exemple de trade. L'idée serait celle-ci, on achèterait à peu près sur ces niveaux-là, sur le cuivre, puisque comme vous le voyez, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc on est tout à fait dans les clous. Le premier stop loss doit se mettre sous le précédent plus bas. Voici le précédent plus haut, voici le précédent plus bas. Et donc le stop loss sera mis juste en dessous, de telle manière que si les cours du cuivre atteignent ce niveau, eh bien on soit sorti automatiquement. L'avantage étant encore une fois d'être complètement en contrôle du trade. Puis on va faire un nouveau plus haut, ici. On va d'abord descendre, puis on va faire un plus haut. À partir de là, on est plus haut qu'ici. Donc dès qu'on est sur un nouveau plus haut, on déplace son stop, on le remonte d'ici à là. On va laisser le cours respirer, il va descendre, puis il va remonter là. Dès qu'il passe le précédent plus haut, c'est-à-dire en ce point précis, on déplace notre stop loss du précédent plus bas au nouveau plus bas. Ainsi de suite. Alors pour la sortie maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Avec l'expérience, vous allez évidemment gagner un petit peu en efficacité. La première façon de faire, alors ça c'est plutôt pour ceux qui sont assez avancés en analyse technique, c'est de sortir sur divergence. Regardez, c'est ça une divergence. Bon, là j'ai expliqué tout à l'heure, on va reprendre l'exemple. Donc là, on a bien fait un plus haut sur le cuivre entre cette date-là et cette date-là. En même temps, sur le momentum, vous voyez bien qu'on n'a pas fait, sur le même laps de temps, un plus haut. Ça s'appelle une divergence baissière et c'est une alerte. Donc, les plus, on va dire, expérimentés seront sans doute sortis sur ces niveaux-là après que nous ayons eu fait cette divergence baissière. Maintenant, autre solution, on peut sortir sur une alerte de type chandelier japonais. Là, vous voyez ici, ça s'appelle un avalement baissier. C'est-à-dire que vous avez un corps, les mèches ne comptent pas pour l'avalement baissier, vous avez un corps vert, et derrière vous avez un corps rouge qui avale complètement le corps vert précédent. C'est un signal baissier qui laissait augurer effectivement de la baisse qui s'en est suivie. Certains seraient sortis ici. Enfin, ceux qui auraient utilisé la technique des stops, eh bien seraient sans doute sortis là, c'est-à-dire sur le niveau de stop. Ils auraient été déclenchés, comme on dit. C'est-à-dire que les cours auraient baissé jusqu'au moment où ils atteignent le niveau de stop loss qui a été déterminé ici, c'est-à-dire sous le précédent plus bas, ils auraient été sortis ici. Il est clair que
Pour ce coup ici, donc la technique la plus efficace était de sortir sur la divergence baissière, mais ce n'est absolument pas une règle fondamentale, hein. Ça dépend des fois. Certains stops fonctionnent mieux que d'autres à certains moments, et ça ne sera pas toujours le cas sur toutes les actions, toutes les unités du temps ou à tous les coups. Enfin, la dernière solution qui consistait, ou la première si on veut, à sortir sur clôture en dessous de la M20, nous aurait fait sortir ici. Et voilà la M20, voilà le niveau de sortie du trade. Alors sur ce coup, le trade n'était pas très intéressant, hein. Le trade était beaucoup plus intéressant si on sortait sur divergence, mais ça on ne peut pas vraiment le savoir à l'avance. Pour un trading baissier, la règle est la même. Vous allez avoir une vente, une spéculation à la baisse qui va se faire au moment où vous allez être en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui baisse. Votre stop loss sera mis au-dessus du précédent plus haut. Donc c'est symétrique à ce qui se passe pour un trading haussier. Et vous allez descendre le stop au fur et à mesure donc que l'on inscrit de nouveau plus bas, puisque vous gagnez de l'argent chaque fois que les cours s'enfoncent, étant donné que vous êtes dans une spéculation à la baisse. Clairement, vous êtes entré en spéculation à la baisse ici, le cours va respirer un petit peu, on va inscrire un nouveau plus bas à partir de ce point-là, vous voyez. Et dès que c'est le cas, vous remontez, enfin vous changez votre stop, vous le descendez de là à là. Puis vous allez encore encaisser des gains, on va laisser les cours respirer. À partir de là, on fait un nouveau plus bas. Vous descendez votre stop d'ici à là, etc. Ok, le cours respire, on fait un nouveau plus bas. Vous descendez votre stop de stop 2 à stop 3. Alors pour la sortie du trade, c'est la même chose que pour la spéculation à la hausse, hein. Vous pouvez sortir par exemple sur divergence haussière, on verra un exemple. Ou alors sur objectif atteint en termes de gains en euros ou en pourcentage, ou sur une alerte en chandelier japonais. Avec également la possibilité de mettre un stop, non pas de la manière précédente, mais en cas de basculement au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances ou heures ou semaines, etc. haussière, puisque par définition, si on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances ou à 20 périodes, eh bien on n'est plus en tendance baissière. La dernière façon de faire étant d'être déclenché lorsque le stop est touché. Et en l'occurrence ici, le stop 3. Regardez cet exemple sur Alstom. On est en unité 30 minutes. C'est-à-dire que chaque bougie correspond à 30 minutes de cotation. Normalement, vous êtes censé entrer en spéculation à la baisse ici, puisqu'à partir de ce point, vous êtes en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes, chaque période étant ici de 30 minutes, baissière. Votre stop loss initial, comme d'habitude, il est placé au-dessus du précédent plus haut. Voici le précédent plus bas, voici l'actuel plus bas, voici le précédent plus haut, vous mettez votre stop loss au-dessus. Et vous allez faire évoluer votre stop chaque fois qu'on fait un plus bas. Là, par exemple, vous êtes entré ici, on a laissé le cours respirer, on a fait un nouveau plus bas à partir de ce point, hop, vous faites glisser votre stop au-dessus du précédent plus haut. Là, vous laissez le cours respirer, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous allez faire un nouveau plus bas, vous faites glisser votre stop de stop 1 en stop 2. Les cours respirent, ils font un nouveau plus bas ici, vous faites glisser votre stop de stop 2 à stop 3. Ils respirent, on fait un nouveau plus bas ici, vous faites glisser votre stop 3 à stop 4. Et ainsi de suite. Alors pour la sortie, la solution qui aurait consisté à sortir sur une divergence haussière n'était pas la meilleure. Là, regardez, il y a une divergence haussière puisque là, vous faites bien un plus bas sur les cours d'Alstom, entre là et là, mais sur la même période, vous ne faites pas de plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière. Donc là, si vous adoptez cette méthode, vous seriez sorti ici avec une petite plus-value. La solution 2 qui consistait à mettre son stop en cas de basculement au-dessus de la M20, vous faisait sortir à peu près là. Bon, c'était franchement pas le trade du siècle. Par contre, le stop qui consistait à vous faire sortir automatiquement en cas de ralliement du stop 1 au stop 2 au stop 3, etc., était dans ce cas-là le meilleur, puisque vous voyez qu'au moment où je fais le graphe, on n'était même pas encore sorti sur notre stop 7. Ok, donc c'était là ce qu'il y avait de plus efficace, mais encore une fois, on ne peut pas le savoir à l'avance. Il faut un petit peu d'expérience, sentir le marché.
Alors maintenant, l'autre façon d'utiliser moyenne mobile, qui est aussi tout à fait redoutable, hein, c'est l'utilisation conjointe de la M7 et de la M20, c'est-à-dire la moyenne mobile à 7 périodes et la moyenne mobile à 20 périodes. Mais là encore, faut-il distinguer, ce qui n'est pas suffisamment fait, les croisements forts des croisements faibles. Alors, on va commencer par les signaux d'achat. Donc, lorsque la M7 va croiser la M20, ce sera un signal d'achat. Lorsque la M7 va dépasser la M20 à la hausse, c'est donc notre signal que l'on attend, mais encore faut-il distinguer selon qu'il s'agit d'un croisement faible ou d'un croisement fort. Le croisement faible, ce sera lorsque la M7 croise la M20 alors que les deux courbes évoluent en sens inverse, une monte, l'autre descend, alors que le croisement fort sera obtenu lorsque la M7 et la M20 se croisent, alors que toutes les deux étaient en train d'augmenter. Bon, clairement, la M7 monte plus vite que la M20 et la croise au passage, hein, comme une course où un concurrent dépasse l'autre. Là, c'est un croisement fort. Et là, c'est un signal beaucoup plus fiable. Inversement, le signal de spéculation à la baisse va être donné lorsque la M7 croise la M20, tout en sachant que s'il s'agit d'un croisement faible, c'est moins bien que s'il s'agit d'un croisement fort. Croisement faible, c'est quand la M7 croise la M20 alors que les cours étaient en train d'évoluer en sens inverse, alors que le croisement fort est obtenu lorsque la M7 croise la M20, alors que toutes les deux étaient en train de descendre. Voilà un exemple. Vous avez la M20, vous avez la M7. Là, vous avez un croisement faible à la hausse, c'est-à-dire que la M7 croise la M20, mais la M20 était en train de descendre pendant que la M7 était en train de monter. C'est un croisement faible. Alors là, j'ai symbolisé ça par une hausse assez mesurée des cours. Là, vous avez un croisement fort à la hausse. Ici, vous voyez bien que la M7 croise la M20, mais tous les deux étaient en train de monter. C'est un croisement fort, et ça, c'est beaucoup mieux. Là, vous avez un croisement fort à la baisse, c'est-à-dire que la M7 croise la M20, mais toutes les deux étaient en train de descendre. C'est un croisement fort à la baisse qui, normalement, entraîne des signaux assez pertinents de spéculation à la baisse. Et pour terminer, là, vous avez un croisement faible à la baisse. La M7 coupe la M20 en descendant, mais les deux évoluent en sens inverse. Les signaux sont assez peu fiables dans ce genre de situation. Alors, à titre personnel, ce que j'aime encore plus que les croisements M7-M20, ce sont les non-croisements M7-M20. C'est-à-dire que lorsque la M7 va faire mine d'aller croiser la M20, mais finalement va changer de direction et se sauver. C'est un signal qui est très intéressant. Voici un non-croisement à la hausse. La M7 allait croiser la M20, mais finalement, en dernier moment, elle repart vers le haut. C'est un non-croisement à la hausse. Là, vous avez la même chose. La M7 allait croiser la M20, puis finalement, hop, elle tangente et elle repart vers le haut. Voici un non-croisement à la baisse. La M7 allait croiser la M20, mais finalement, elle tangente et repart vers le bas. Et ça donne, vous le verrez, notamment dans les exercices, hein, des résultats quand même très convaincants. Voilà orange sur une unité jour. Regardez, là vous avez un croisement faible. La M7 croise la M20. Alors vous allez dire, ouais, mais le résultat est super, regardez la baisse qu'on a eue. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une règle. Très souvent, les croisements faibles donnent des résultats assez peu probants. En tout cas, là, c'est vrai que ça a bien fonctionné. Croisement M7-M20, qui était annonciateur de la baisse à laquelle on a assisté. Voici un croisement baissier faible encore, là et là. Là avec un résultat très probant, là avec un résultat qui l'est sans doute un peu moins. Pour les croisements baissiers forts, en voilà un ici. Regardez, la M7 croise bien la M20, mais toutes les deux étaient en train de descendre au moment du croisement. Et c'était annonciateur de la jambe de baisse à laquelle on a assisté. Pour les croisements haussiers faibles, en voilà deux, là et là. La M7 croise la M20, alors qu'elles évoluaient toutes les deux en sens inverse. Il y a eu effectivement hausse derrière, là et là. Les meilleurs résultats ont été obtenus ici, regardez. Ici, il s'agit d'un non-croisement haussier. La M7 a fait semblant d'aller croiser sa M20, puis finalement elle est repartie vers le haut. Et regardez la hausse à laquelle on a assisté.
On va enchaîner avec la fameuse Golden Cross ou Death Cross. Alors ça, c'est une star des forums, mais je dois vous avouer qu'à titre personnel, j'y accorde pas énormément d'importance parce que ça donne des signaux très décalés et assez souvent peu pertinents. Là, vous n'allez pas prendre la M7 et la M20, vous allez prendre la 50 et la 200. Et ça pour toutes les unités de temps, hein. Vous pouvez faire ça sur une unité de temps horaire, une unité de temps hebdomadaire ou journalière, etc. La période en question sera donc le jour, l'heure ou la semaine. Ce qui est généralement suivi, c'est la Golden Cross ou la Death Cross journalière. Voilà, c'est ici que ça se passe. La M50 croise à la hausse la M200 et bon, il y a une hausse derrière. Voici une succession de Golden Cross et de Death Cross sur une unité jour. Regardez, la M50 qui croise la M200. Bon, il y a eu une baisse là. Le croisement a eu lieu ici à la hausse. Regardez, ce que je n'aime pas, c'est que le croisement a eu lieu là. Donc le signal d'achat a donc été donné à ce niveau-là en septembre. Hein, et vous voyez qu'on était déjà quasiment à la fin du mouvement. Ok, c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup ça, parce que ce sont des signaux qui sont généralement en retard. Et là, vous avez eu un Death Cross qui a bien fonctionné, hein, puisque le croisement a eu lieu en février. Donc, on spéculait à la baisse à cette date-là, et c'est vrai qu'on avait une grande chance de manger une partie de la baisse. Hein. Mais bon, vous l'avez compris, hein, c'est pas non plus un remède miracle, une solution miracle. Hein. Voilà l'exemple type encore d'un signal qui est très ambigu. Hein. La Golden Cross a lieu ici. Donc en gros, si on suit ce signal, on achète à ce moment-là. Et c'est vrai que juste derrière, vous avez une période de baisse. Hein. Alors, moi, je vous propose de tenter l'optimisation des moyennes mobiles. Alors, on va terminer avec ça, et je pense que c'est malheureusement un outil qui est trop peu utilisé, alors que c'est un outil qui gagne vraiment à être connu. Le principe est le suivant. Plutôt que d'utiliser la M20, la M50, la M200, la M30, etc., etc., tracez-en plusieurs. Là, j'ai fait apparaître la M20, la M40, la 50, la 100, la 150, l'exponentielle, etc. Et regardez quelle est la moyenne mobile qui a produit les meilleurs effets. Et gardez-la sous le coude. Vous voyez bien ici que cette moyenne mobile en bleu, c'est-à-dire en l'occurrence ici la moyenne mobile à 50 périodes, là, simple, n'a pas produit des effets très intéressants. Regardez, elle a été transpercée ici, transpercée là, bousculée ici, etc. Ça n'a pas donné des résultats très probants. La 50, la 100, la 150, etc. ont à peine été sollicités. Par contre, si vous regardez bien, la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, celle-ci en rose, a produit des effets absolument intéressants, puisqu'elle a complètement accompagné, épousé l'évolution du cours. Là, elle a servi un rôle de résistance. Elle a été cassée, ça a été un signal d'achat. Elle a joué son rôle de support ici, et là, et là. Donc ça veut dire en gros qu'apparemment Forestia aime beaucoup la moyenne mobile à 50 périodes exponentielles, ou plutôt, ce qui a beaucoup plus de sens, ceux qui tradent la valeur laissent tomber les autres moyennes mobiles et se focalisent sur la moyenne mobile à 50 périodes exponentielles. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va venir toucher cette moyenne mobile rose, eh bien, il y a de fortes chances pour que soit ce soit un signal d'achat si on rebondit dessus, soit ce soit un signal de vente si on le casse à la baisse. Donc voilà, ça sera le conseil pour terminer sur les moyennes mobiles. Utilisez une moyenne mobile optimisée. Tracez-en plusieurs et regardez celle qui entraîne les variations les plus révélatrices, celle qui permet le mieux d'anticiper l'évolution des cours. Et à mon avis, vous aurez quand même une bonne indication sur ce que les cours peuvent faire prochainement. Voilà, je vous renvoie maintenant aux exercices, aux cas pratiques et vous dis à bientôt pour un autre e-book.